Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme tous les lundis, nous recevons un invité du soir, Jed Sofoni Koboudé, déjà installé. Bonsoir à vous, Jed Sofoni Koboudé. Bonsoir, bonsoir Madame Lanson et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, avec vous, nous allons parler du retour de Trump, les conséquences et les perspectives pour l'Afrique. C'est bien ça? Absolument. Alors, pourquoi l'élection de Trump est-elle perçue comme un bouleversement majeur dans le contexte mondial? Excellente question. Si vous voulez, l'élection de Donald Trump marque assurément un bouleversement majeur pour plusieurs raisons, tant sur le plan de la politique intérieure américaine que sur la scène internationale. Son retour au pouvoir est symbolique d'un rejet de l'establishment politique classique, d'une préférence, je dirais, pour une approche plutôt populiste. Euh, ben, avant de saisir les bouleversements mondiaux probables sous le mandat de Trump, je pense qu'il faut prendre un peu de la hauteur pour saisir cette espèce de lame de fond historique qui se joue. Et, et, et là, prenons quelques minutes pour l'expliquer. Vous savez, les États-Unis, en tant que première puissance mondiale, oscillent en permanence entre une vision de nation souveraine, donc centrée sur ses propres intérêts, ses idéaux démocratiques, et celle et une vision d'un empire qui projette sa puissance à travers le monde. Et donc, il y a une forme de tension. Cette tension façonne à la fois la politique intérieure et extérieure américaine. D'ailleurs, cette tension, ce n'est pas tout à fait quelque chose de nouveau. Ça a toujours traversé l'histoire. Les deux symboles historiques qui illustrent cette tension, c'est Athènes et Sparte dans la Grèce antique. Vous savez, initialement, Athènes se percevait comme une cité-État démocratique, et puis a commencé à exercer une domination impériale sur les autres cités grecques grâce à la formation de la Ligue de Délos, et qui leur a permis d'étendre leur puissance maritime et économique. Et vous avez Sparte de l'autre côté, qui se considérait comme une cité-État, qui défendait son autonomie, mais avec une tradition isolationniste et nationale. D'ailleurs, quand Sparte s'est retrouvée à la tête d'un empire à la suite de la défaite de Athènes dans la guerre du Péloponnèse, Sparte s'est retrouvée considérablement affaiblie. Eh bien, au risque d'être très réducteur, au fond, il s'agit pour les États-Unis d'être Athènes ou Sparte, c'est-à-dire de se penser comme empire d'abord ou de se penser comme nation d'abord. Eh bien, le logiciel trumpien tranche et est plutôt isolationniste, se pense d'abord comme nation. Et je pense que si on saisit cette lame de fond historique, on comprend les mouvements probables qui sont, enfin, en tout cas, les mouvements qui sont possibles sous le mandat de Trump. Et les bouleversements, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, les bouleversements qui sont possibles. Eh bien, je peux rapidement énumérer quelques bouleversements si vous voulez. Ben, Allez-y, oui. d'abord, il y Je aura, l'écoute, oui. il y aura une rupture avec la diplomatie traditionnelle américaine, ça c'est sûr. Trump va rompre avec des décennies de politique étrangère consensuelle, euh, au fond marquée par une préférence pour le multilatéralisme, les alliances internationales, etc. Je pense que tout ça va sauter. Euh, je pense qu'il va y avoir un renversement des priorités économiques mondiales. Donc la politique commerciale du président Trump sera marquée inévitablement par une guerre commerciale féroce avec la Chine et la révision de plusieurs accords commerciaux. Euh, donc cela ne fait aucun doute. Un autre bouleversement qui me paraît
très très probable, c'est l'impact que cela va avoir en termes de compétition géopolitique mondiale. Le retour du président Trump va accentuer la compétition géopolitique avec la Chine et avec la Russie. D'ailleurs, on a vu que le Washington Post a écrit hier que euh, le président Trump avait déjà dialogué avec le président Poutine et lui avait fait comprendre que il ne devait plus comment dire, envisager une continuation de la guerre, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir comme ça une recomposition, en tout cas un bouleversement en termes de compétition géopolitique mondiale. Et tout cela va avoir comme conséquence quoi? Une polarisation extrême des relations internationales. Le président Trump incarne une politique polarisante. Au fond, où les relations internationales sont perçues davantage comme un jeu à somme nulle. Comme c'est un deal maker, c'est un négociateur, il voit toujours les choses, même les relations internationales, sous ce prisme-là. C'est-à-dire, si je gagne, c'est que tu perds, si tu perds, c'est que je gagne. En fait, c'est un peu ça le logiciel trumpien. Donc, je vais résumer très rapidement en disant le retour du président Trump comment dire, est assurément pardon, un bouleversement majeur, car cela va inévitablement modifier les équilibres établis dans le système international et augmenter l'incertitude globale pour tous les pays, y compris les pays africains. Alors, justement, Trump a souvent privilégié une politique de First America. Quelle implication cette vision pourrait-elle avoir pour les relations États-Unis-Afrique? Alors, excellente question parce que vous avez exposé le logiciel du président Trump qui est l'America First. Euh, mais pour être totalement transparent pour nos téléspectateurs, je vais d'abord, enfin, avant d'évoquer les implications que je trouve probables, je vais d'abord évoquer les hypothèses sous lesquelles je travaille. C'est-à-dire que si on fait les deux hypothèses suivantes, la première hypothèse, je pense que tout le monde partage cette hypothèse, c'est que le futur est radicalement incertain. Personne ne connaît le futur. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de raisonner par scénario. OK? Et puis, deuxièmement, comme hypothèse, on va supposer que le président Donald Trump va exécuter les quelques éléments programmatiques qu'il a évoqués pendant sa campagne. Bon, si on fait ces deux hypothèses, on peut envisager des implications pour le continent africain, en tout cas pour la relation États-Unis-Afrique. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans une tribune pour Jeune Afrique. Je crois il y a 3-4 jours, en tout cas le jeudi ou vendredi dernier. Le premier scénario que je vois, c'est ce que j'ai appelé dans cette tribune la régionalisation de la mondialisation. C'est-à-dire que la politique protectionniste du président Trump, donc qui sera non pas axée sur des accords multilatéraux, mais bilatéraux, pourrait entraîner une démondialisation et une réduction des échanges. Mais du coup, ça va être des échanges ciblés. Et d'ailleurs, pour l'Afrique, cela pourrait avoir un impact sur l'AGOA, vous savez, le programme AGOA, African Growth and Opportunity Act, qui permet à certains pays africains d'exporter aux États-Unis sous des tarifs préférentiels, n'est-ce pas? Mais paradoxalement, cette politique protectionniste du président américain peut être une opportunité pour l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique devra compter sur elle-même
Donc, devra renforcer ces échanges, c'est-à-dire les échanges intracontinentaux, notamment grâce à la ZLECA, pour ainsi créer un marché commun africain moins dépendant de l'Occident. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif à long terme. Donc, le deuxième scénario que je vois, et qui me paraît évidemment très probable, c'est l'intensification de la guerre économique États-Unis-Chine. Ça, c'est indiscutable. Et dans cette guerre commerciale, qu'est-ce qui pourrait se passer, à mon sens, c'est que cette guerre pourrait inciter la Chine à renforcer ses partenariats avec d'autres parties du monde, comme l'Afrique, pour compenser la perte d'échange avec les États-Unis. Vous savez, Là, vous parlez le commerce... des anticipations de l'Afrique. Ah, absolument. Comment l'Afrique pourrait anticiper cette situation? Oui. Absolument. C'est-à-dire que c'est une situation probable. C'est-à-dire qu'avec le président Trump, je pense que la guerre économique entre les États-Unis et la Chine passera à un autre niveau d'intensité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer factuellement, enfin mécaniquement? Vous savez, le commerce, c'est comme de l'eau. Hein. Si vous bloquez son chemin à un endroit, ben, il trouve le moyen de sortir de l'autre côté. Donc, il va falloir que le commerce se fasse. Donc, la Chine va pouvoir renforcer ses partenariats avec d'autres régions du monde que les États-Unis pour compenser la perte d'échange avec les États-Unis. Ben, cela peut offrir, n'est-ce pas, des opportunités de croissance pour les exportations africaines et le développement industriel grâce aux investissements chinois. Si on utilise à bon escient cette situation, vous savez, quand il y a une crise comme ça, vous savez, d'ailleurs, en langue chinoise, le mot crise est formé par deux symboles. Le premier signifie enfin, désastre, enfin, comment dire, malheur, quoi. Et le deuxième signe signifie opportunité. Donc, une crise, ça peut être aussi une opportunité. Et donc, c'est pour ça que je ne pense pas que tout sera au désavantage de l'Afrique. Pas du tout. Et le dernier scénario pour finir que je vois, c'est une recomposition diplomatique, je dirais même idéologique. C'est-à-dire que l'élection du président Trump va fragmenter davantage les alliances internationales, c'est sûr, et ça va un peu obliger l'Afrique à choisir ses partenaires en fonction de blocs civilisationnels ou blocs économiques. Par contre, le choix ne sera pas simplement entre l'Occident et l'axe runo-chinois. Il y a un troisième axe, c'est l'axe du panafricanisme. Et donc, je pense que cet axe peut connaître une renaissance et peut être empuissantisé par cette situation de recomposition idéologique mondiale. Donc, ça aussi, c'est un scénario qui me paraît tout à fait plausible. Alors, vu que Trump pourrait rompre les relations commerciales et politiques avec l'Afrique, est-ce que les États-Unis ne laissent pas la voie libre à la Chine de pouvoir conquérir l'Afrique? Ben, conquérir, je ne sais pas si la Chine pourra conquérir, mais je vois bien le sens de votre question, évidemment. Comment dire? Quand on regarde le premier mandat du président Trump, c'est assez simple. Il n'a pas montré un égard important envers le continent africain parce qu'il estime que cette région du monde n'est pas une priorité pour les États-Unis. En fait, c'est aussi simple que ça.
C'est pour ça que les gens anticipent un désengagement prononcé des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique sous le mandat du président Trump. Et ce que l'on craint le plus, c'est le désengagement militaire qui pourrait pousser les pays africains à développer soit leur capacité de défense ou à rechercher de nouveaux partenariats. Donc, pour être au fond complet, je dirais que la Chine est, une fenêtre d'opportunité, c'est sûr. Alors, je pense que cela est évident. Mais après, c'est comment l'Afrique va pouvoir capter intelligemment ce nouveau flux. C'est-à-dire que est-ce qu'on va profiter pour attirer des investissements chinois pour développer notre tissu industriel ou on va rentrer dans avec une posture de vassalisation et se retrouver au fond avec de nouveaux maîtres, quoi. En fait, ça va être le challenge pour les pays africains. La loterie Visa est l'un des programmes phares des relations États-Unis-Afrique. Que va devenir ce programme à l'avenir face à la vision de Trump? Alors, vous posez une question très importante parce que on connaît, le logiciel du président Donald Trump en matière d'immigration. Il est très, très, très sévère, dur en matière d'immigration. Il veut vraiment sécuriser, on va dire ça comme ça, les frontières des États-Unis. Donc, je ne sais pas si la sévérité ou la posture de la nouvelle administration ira jusqu'à supprimer la loterie Visa. Bon, très sincèrement, je n'y crois pas parce que la loterie Visa, au fond, amène simplement quelques centaines, si je ne me trompe pas, d'individus aux États-Unis en termes de flux annuels. Donc, je ne crois pas que ça amènerait, le président Trump à envisager sa suppression. Alors, Trump a souvent été... Allez-y, oui, je vous écoute. Oui, je pense que son vrai souci, c'est plutôt toute l'immigration qui vient de la Mexique, qui vient en quelque sorte illégalement aux États-Unis. Je pense que c'est l'immigration illégale qui lui pose problème. Très bien. Alors, Trump a souvent été critique envers les accords de libre-échange multilatéraux. Comment cela pourrait-il impacter les efforts d'intégration de la ZLECAf? Alors, très bonne question là aussi. De toute façon, l'approche du président Trump envers les accords de libre-échange multilatéraux en général est une espèce d'approche sceptique. Et donc, cela va forcément avoir un impact sur les efforts d'intégration économique dans le monde et donc en Afrique. Mais je pense que cet impact sera significatif, oui, mais sera positif. Parce que, évidemment, qu'il y a un risque, on l'a déjà dit, d'une politique protectionniste accrue. C'est-à-dire que Trump pourrait encourager des politiques protectionnistes qui limiteraient l'accès des produits africains au marché américain, tout en incitant les pays africains à accepter des conditions commerciales plus favorables aux États-Unis parce qu'il est à la tête de la première puissance du monde. C'est sûr qu'on aura une politique qui ira dans ce sens. En revanche, je pense que j'espère en tout cas, que cela va développer chez les Africains, chez les dirigeants africains, une espèce de réponse d'autodéfense. C'est-à-dire que cela devait conduire les dirigeants à dire, bon, comme on nous met des barrières tarifaires dans le monde, eh bien, on va développer notre marché intérieur. Donc, accélérer
le calendrier de la ZLECA. C'est pour ça que moi, je pense vraiment que, comment dire, que la posture protectionniste de l'administration Trump ne va pas freiner l'élan de l'intégration économique sur le continent africain. Au contraire, je pense que ça peut être un accélérateur dans l'autre sens. C'est-à-dire que cela peut tout à fait conduire les Africains à accroître leurs efforts en matière d'industrie, à accroître leurs efforts en matière d'abolition des barrières tarifaires et non tarifaires sur le continent. Donc, si vous voulez, je vois des choses de ce style-là. Évidemment, les efforts du président Trump pour ramener la production aux États-Unis pourraient affecter négativement les chaînes d'approvisionnement mondiales, dont l'Afrique est de plus en plus partie prenante. Donc, il y a là quelques risques. Encore une fois, là, il est question de stratégie. Je pense que les risques étant bien identifiés, reste aux pays africains de transformer la conjoncture qui va se dessiner sous le président Trump en opportunité. De notre point de vue, Jed Sophonie Kouaboudé, quelle pourrait être la position de Trump face au régime africain autocratique quand on sait qu'il est lui-même profondément isolationniste et nationaliste? Alors, c'est une excellente question. Je pense que le président Trump ne va pas tomber dans le piège de l'exigence de l'homologie politique mondiale. C'est-à-dire, l'homologie politique, c'est l'idée que, bon, comme les États-Unis sont relativement démocratiques, il faut imposer la démocratie partout. Et au nom de la démocratie, soit dit en passant, on organise quelques guerres au nom de la démocratie. Je pense que historiquement, en tout cas sous le premier mandat du président Trump, on a vu qu'il ne montrait pas une opposition féroce envers les régimes autocratiques en général. En tout cas, tant que les régimes autocratiques servaient les intérêts économiques et stratégiques des États-Unis, le président Trump n'envisageait pas une dictature de la démocratie, si je puis dire. Donc, je pense qu'on pourrait s'attendre à ce qu'une approche pragmatique l'emporte sur les préoccupations morales. C'est-à-dire que le président Trump privilégiera probablement les relations avec des régimes qui offrent des opportunités économiques ou stratégiques ou qui s'alignent sur la lutte contre le terrorisme, même s'ils ont un bilan médiocre en termes de liberté, de démocratie à l'intérieur. Donc, je pense qu'il ne sera pas, le président des États-Unis qui exigera une homologie politique partout dans le monde. Ça, c'est fondamental. Je pense qu'il fera moins de pression pour des réformes démocratiques. Alors, Jed Sophonie Kouaboudé, nous sommes presque à la fin. Quel conseil donneriez-vous aux dirigeants africains pour naviguer dans ce nouveau contexte géopolitique et économique que dessine l'élection de Trump? Alors, là, pour le coup, les conseils sont très simples. Je pense qu'on a bien identifié les risques. Donc, première des choses, diversifier les partenariats internationaux. Donc, les dirigeants africains devraient chercher à diversifier leurs relations commerciales, politiques, en se tournant vers d'autres puissances, l'Union européenne, la Chine, l'Inde, etc., etc.
mais aussi avoir un agenda pour compter sur soi-même. C'est-à-dire l'Afrique doit commencer par compter sur elle-même. N'est-ce pas? Et puis, deuxième point, il faut renforcer l'intégration régionale. Parce que c'est les efforts en matière d'intégration économique qui va assurer un marché intérieur important pour le continent et qui permettra au continent d'être plus robuste et moins vulnérable aux fluctuations de la politique américaine. Et troisième point pour finir, il faut anticiper les revirements politiques. Je pense qu'il faut une approche proactive en prévoyant des scénarios en fonction de ce que l'administration Trump envisagera. Parce que s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est plutôt l'imprévisibilité du président Donald Trump. Alors, merci à vous, Jette Sophonie Kaboudé. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Mesdames et messieurs, c'était le retour de Trump, conséquences et perspectives pour l'Afrique. Nous en avions discuté avec Jette Sophonie Kaboudé, comme vous venez de le suivre tout à l'heure. Alors, à la prochaine pour une autre édition de l'Invité de Soir.